Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, petit changement de lieu, mais vous voyez, je reste toujours dans le cinéma. Peut-être vous l'avez vu samedi soir dans l'émission de Léa Salamé, un passage qui est tout à fait symbolique de ce qu'on a déjà vu et de ce qu'on va encore voir de façon récurrente, surtout en ce moment. L'invité, Jordan Bardella. Il est évidemment le président du Rassemblement national. Et très rapidement, Léa Salamé, on sent bien que dès le départ, elle veut se farcir Jordan Bardella. Elle veut se le faire. Sauf que le problème, c'est que c'est tellement voyant que ça en devient ridicule. Ridicule dans le sens où, même quand sur des sujets tels que ce qui s'est passé lors du match de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc, qu'en effet, tout de suite, on a vu la presse mettre en avant les mouvances d'extrême droite, que des groupuscules ont voulu en faire de la ratonnade. C'était du pain béni pour Léa Salamé d'exposer Jordan Bardella à ces événements. Sauf que Jordan Bardella, à un moment donné, il le dit, moi je condamne toute forme de violence. Sauf que Léa Salamé est dans une démarche où elle veut absolument que le téléspectateur comprenne que Jordan Bardella fait partie de ces gens. Jordan Bardella est un fer de lance des mouvances d'extrême droite violentes, racistes, antisémites. C'est ce qu'elle est déterminée à vouloir démontrer aux téléspectateurs. À tel point qu'évidemment, Jordan Bardella essaie de se défendre. Sauf qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, elle ramène sa fraise, à chaque fois elle le coupe, à chaque fois elle veut exactement faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'enfermer dans une case. Sauf qu'à un moment, Bardella lui explique, attendez, stop, il y a quand même un policier qui a bien expliqué qu'à Lyon, puisque Lyon a été évidemment l'élément centrale de la dénonciation des groupes d'extrême droite, des groupuscules qui étaient descendus dans la rue pour casser de l'arabe, disons-le, hein, puisque c'est cette expression qu'on aime bien utiliser très souvent. Il y avait la crainte sur les matchs précédents de groupes à risque, de groupes de voyous qui descendent pour faire du pillage. Hier soir, ils sont venus, ils sont arrivés sur le centre-ville de Lyon. Ça a été extrêmement difficile à Lyon. Il y a eu un phénomène de groupe identitaire qui a été d'ailleurs contenu, et puis un phénomène de groupe violent, groupe à risque, des voyous qu'on appelle pilleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, et une présence remarquée et remarquable de l'extrême gauche à travers certains comportements de groupe aussi, des street medics, des leaders qui ont essayé aussi de se greffer là-dessus. Donc Lyon, par exemple, a été une ville extrêmement compliquée hier soir, et le dispositif policier avec une grande mobilité a aussi permis de contenir à peu près le plus gros des exactions, mais c'était limite. Il a dit oui, il y avait bien des groupuscules, il y avait bien des mouvements d'extrême droite qui étaient présents. Le seul problème, c'est que si les autorités le savaient et se sont organisées justement pour les contenir, pour les surveiller, le policier a aussi dit oui, mais il y avait aussi des gens réputés, habitués, c'est-à-dire des jeunes de banlieue, des casseurs, voire même des groupuscules d'extrême gauche qui étaient présents. Mais oui, parce que les groupuscules d'extrême droite, apparemment, selon si on suit bien ce que la presse a dit, ont annoncé qu'ils seraient là. Donc évidemment, les groupes d'extrême gauche se sont dit « oui, c'est bon, on va pouvoir faire du fight dans la rue ». Et donc, sauf que Léa Salamé, elle, ne veut pas comprendre ça. Ce qu'elle veut, c'est faire tenir pour responsable et coupable Jordan Bardella des mouvances et des décisions prises par des petits connards d'extrême droite. Parce que le problème, il est là. C'est que vous-même, vous partagez des idées majoritairement soit de gauche, de droite, centristes, modérées, ultra, peu importe. Mais est-ce que ça peut vous définir comme absolument étant quelqu'un d'extrême gauche ou d'extrême droite? De gauche, de droite, du centre, du haut, du bas, du droit à gauche? Non. Pourquoi? Parce que tout dépend de votre éducation. Tout dépend de votre culture. Tout dépend de l'environnement social dans lequel vous avez grandi.
dans lequel vous avez assimilé des événements que vous avez personnellement connus, et qui ont eu une influence sur votre perception du monde. Il est évident qu'une famille de Blancs dans un quartier avec des fortes communautés se sent isolée, et de fait va développer des idées, va développer des opinions. Alors parfois des opinions excessives, parfois des opinions qui démontrent bien que ces personnes réagissent plus en ressenti qu'en une analyse juste, modérée, et inversement. Quand on voit aujourd'hui les discours, quand on voit les gens interrogés dans la rue, qui se disent de gauche, de droite, qui se disent écologistes, vous allez entendre des gens parfois qui ont le ton modéré, comme des gens parfois où vous avez le ton excessif, radical. D'où d'ailleurs, et là je reviendrai sur Thomas Durand, la tronche en biais, qui nous avait fait justement un micro-trottoir où il a exactement pratiqué ce que généralement certains pratiquent. C'est-à-dire qu'il a dû interroger une dizaine de personnes, mais sur les dizaines de personnes, il n'a retenu que les 2 ou 3 personnes qui conviennent parfaitement à ce qu'il voulait montrer dans sa vidéo. Eh bien, les micro-trottoirs, les sondages, c'est exactement pareil. Je ne vais pas revenir sur comment fonctionnent les sondages. C'est la diversité. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à cette diversité idéologique. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des constats de notre vie quotidienne, avec ce que l'on entend, ce que l'on voit dans certains supports, dans certains médias, dans certaines plateformes, de ce que même aujourd'hui, grâce à l'Internet, ce que l'on peut lire dans des commentaires, dans des témoignages, qui vous rappellent à une certaine réalité, ou sinon, si vous vivez dans un petit cocon, si vous vivez dans des quartiers chics, bobos, si vous vivez dans un environnement exclusivement bourgeois, artistique, évidemment, vous n'êtes pas confronté à certaines réalités que d'autres connaissent. Donc au final, le comportement de Léa Salamé face à Jordan Bardella qui est le président d'un parti politique qui, je rappelle, a été le 2e parti pour lequel des Français ont voté aux présidentielles et aux législatives. Je rappelle, le Front National a obtenu plus de 90 voix, 90 sièges, ce qui en fait la 2e formation politique dans l'Assemblée nationale, puisque la France insoumise a à peine 70, 71, 75, je ne sais plus. D'où la création de cette fameuse NUPES, pour grossir le nombre de sièges et se prétendre être un parti d'opposition, premier parti d'opposition. Sauf que le problème, c'est que la NUPES aujourd'hui, elle est en train de partir à volo, puisqu'on a déjà certains qui veulent commencer à penser à créer de nouveaux partis écologiques, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le parti d'Europe Écologie Les Verts, que vous avez même aujourd'hui une crise majeure chez les Insoumis, puisque je rappelle, les Corbière, Gardillot, Ruffin ont été remerciés de la direction du parti, ils ont été remplacés. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que Corbière est en train de se plaindre que finalement, dans le parti insoumis, c'est Mélenchon finalement qui décide tout, hein. C'est pas très démocratique tout ça. Hein. D'ailleurs, c'était Nolo qui, il y a plusieurs mois de cela, face à Corbière, lui avait dit, moi ce que je reproche aux LFI, c'est que vous êtes un parti qui n'est pas démocratique. Et donc, le problème, c'est que Léa Salamé, en essayant de faire passer Jordan Bardella pour le méchant, alors qui plus est en plus sur une chaîne publique, Jordan Bardella, lui, il a essayé de se défendre du mieux qu'il peut, mais c'était vain. C'était vain, mais c'était vain au point que Léa Salamé, si elle croit s'être transformée en petit soldat du bien, de la bien-pensance, de l'humanisme, du droit de l'homisme, en réalité, elle s'est ridiculisée. Elle s'est ridiculisée parce que, en voulant absolument fermer le débat, en voulant absolument fermer
à l'objectivité, à la raison, au réalisme. Sans se rendre compte, elle a craché sur une partie des Français. Ces mêmes Français, donc je vous disais, qui sont exposés à certaines réalités sociales, quotidiennes, surtout dans les grandes villes, surtout à Paris. Donc l'extrême droite, c'est bien gentil. Alors, attention, ne dénions pas son existence, sous ses différents aspects, sous ses différents visages, tout comme on se doit d'admettre qu'aussi bien dans les partis de droite, de gauche, centristes, que d'extrême gauche, nous avons des visages, des opinions, des attitudes différentes. Parfois modérées, parfois réalistes, comme aussi parfois extrêmes, décalées, obnubilées. Sauf que ça, évidemment, vous n'avez pas le droit de l'admettre dans les idéologies de droite qu'on appelle extrême droite. À tel point que, évidemment, vous allez certainement assister à une nouvelle vague médiatique qui va vouloir absolument mettre le fait et les actes d'une infime minorité marginale sur le dos, sur le compte des mouvements d'extrême droite ou des mouvements politiques assimilés ou étiquetés en tant que tels par la bien-pensance. Du coup, oui, en effet, cette fameuse couverture de Libération, elle est excessive. Mais est-ce qu'on en attendait moins de Libération? Souvenez-vous, je vous avais lu l'article que Libération par Check News avait fait sur le scandale de Fast and Furious. La sémantique tellement voyante, tellement évidente, qui est à chaque fois, lorsqu'on nomme une personne, de bien toujours l'étiqueter en adjectif, pour que le lecteur ne perde jamais le fil de cette conviction qu'a Libération de vous dire que ces gens sont ce qu'ils prétendent qu'ils sont. L'exemple de Idrissa Berkane. Idrissa Berkane ne peut pas être nommé dans un article de Libération sans derrière rappeler qu'il est un conspirationniste. Tout comme certains se sont évertués à parler de Didier Raoult sans jamais oublier de mettre derrière le controversé, polémique, charlatan. Sauf qu'il y a un moment donné où c'est trop voyant. C'est un parti pris. Alors en effet, est-ce que la presse aujourd'hui, est-ce que les médias ont le droit d'avoir du parti pris? Bien sûr qu'ils ont le droit. Mais il faut qu'ils l'assument. Et qui plus est, lorsqu'on les met devant leurs contradictions, de se prétendre vouloir faire de l'information, qui plus est prétendre vouloir faire de l'information objective, ben non, vous ne faites pas de l'information objective, vous faites de l'information engagée. Mais ça même, pareil, ça ne veut pas l'admettre. Parce que ça voudrait dire qu'à la place, eh bien s'ils sont des organismes engagés, ils mériteraient le même régime, ils mériteraient le même destin qu'ils réservent à leurs contradicteurs, à leurs antagonistes. Je rappelle qu'il existe aujourd'hui des individus qui ont été mis au banc de la société. Des individus que vous ne voyez jamais sur les médias. Et qui pourtant aujourd'hui, lorsqu'on se souvient ce qu'ils disaient il y a 5, 10 ou 15 ans, tout d'un coup on se rend compte que ils avaient eu une analyse juste, parfois peut-être approximative, mais leur raisonnement aujourd'hui prend tout son sens. Et bien même ça, aujourd'hui on va se servir de l'extrême droite pour les étiqueter, de telle manière à ce que, pour le nanti, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, ceux qui ne savent pas encore faire la différence, parce qu'ils ne sont pas forcément cultivés, parce qu'ils ne se sont pas forcément informés correctement, et bien malheureusement, ils passent à côté de gens qui pourtant ont quand même une certaine valeur, dans leurs propos, dans leurs analyses, et qui plus est, quand vous avez des événements qui démontrent bien que il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce pays, qu'il y a des fractures, qu'il y a des laissés-aller, qu'il y a
des situations, des événements, qui sont le résultat d'un laxisme volontaire, eh bien forcément ça dérange. Ça dérange parce que c'est trop voyant. Et qu'à force de planquer toujours la merde sous le tapis, ben, il y a un moment donné où ça se voit. Sauf qu'il y en a certains qui continuent à y croire, qui continuent à se mettre dans la posture qu'ils se sont attribués pour essayer de vous convaincre que ce qu'ils disent, c'est la seule et unique vérité. Et que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh bien vous êtes un complotiste. Vous êtes un hérétique. Vous êtes un facho. Vous êtes d'extrême droite. Sauf que cette sémantique-là, aujourd'hui, non. C'est bien la démonstration qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que ce monde qu'ils se sont construits derrière des apparats, derrière des réputations, eh bien aujourd'hui est en train de complètement s'effriter. Alors certains en sont conscients. Ils commencent un petit peu à changer de bord, commencent à être un petit peu plus attentifs, soigneux, préventifs. Comme il y en a d'autres aujourd'hui qui sont complètement à côté de la plaque et qui continuent leur manège, qui continuent leur foire. Sauf que malheureusement, en professionnel, force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, ils ne font plus recette. Les audiences s'érodent. C'est un peu comme, si vous voulez, le cinéma. Un succès au cinéma, il y a 10 ans, c'était un film qui faisait 5 millions d'entrées. Sauf que pour cacher le fait qu'il y a une baisse de fréquentation, qu'il y a des gens qui vont moins en moins au cinéma, qui vont plus se concentrer sur des blockbusters américains, oui, sauf que même le blockbuster américain, il n'arrive plus à faire les mêmes résultats qu'il faisait il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans. Preuve en est, vous avez fait ce week-end le fameux Avatar 2. Alors certains préconisaient de dire que vous verrez, il fera mieux le premier week-end que son aîné. Oui, sauf que l'aîné, c'était il y a 13 ans. Et en réalité, non. Certes, il a fait un très très bon score, mais pas aussi bien que le premier film. Maintenant, évidemment, est-ce que Avatar 2 va faire ou cartonner au point de détrôner au box-office mondial? Là, c'est moins sûr. Eh bien, dans les médias, c'est pareil. Vous avez des émissions qui ont eu leurs heures de gloire. Vous avez des émissions qui avaient leur part d'audience. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, quand une émission présentée par un monsieur tel que Cyril Hanouna, dans une émission populaire, de divertissement, qui parfois traite de sujets graves, mais sur un ton un petit peu trop léger, mais qu'il arrive à faire de très bonnes parts d'audience, face à une autre émission qui s'autoproclame être une émission d'information, d'actualité, plus sérieuse, il ne faut pas s'étonner que là, une guerre vient de se relancer entre Quotidien de Barthez et TPMP de Hanouna. Et ça s'envoie de la merde dans la gueule. Tout simplement parce que Quotidien est dans cet état d'esprit de dire qu'il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre pourquoi TPMP continue à faire de telles audiences. Attention, je ne fais pas de jugement de valeur des téléspectateurs qui regardent TPMP. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Donc, on a quand même eu là un festival. Un festival qui démontre, comme je vous l'ai dit, qu'ils ont peur. Et qu'il faut absolument récupérer l'opinion pour la reconditionner, la recentrer sur le fléau de l'extrême droite. Parce que malheureusement, les événements vont aller à contresens de ce qu'ils ont l'intention, de ce qu'ils veulent vous imposer. Que votre focus doit être sur l'extrême droite, et non pas ailleurs. Peu importe si aujourd'hui les faits divers démontrent qu'il y a de plus en plus d'éléments qui démontrent bien que le crime, que la délinquance, que l'insécurité a un lien avec des individus issus de l'immigration ou de l'origine de l'immigration. Oui, aussi, vous avez des gens qui vont vous dire, oui, mais regardez, il y en a, ils s'appellent Pierre, Paul, etc.
D'où la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'individus qui ont été identifiés, dont les prénoms ont été donnés, hein. Et c'est vrai que dans les prénoms, il n'y a pas des prénoms à consonance musulmane, ou arabe, ou maghreb. Mais comme une fois, je vous l'ai dit, c'est pas la question de l'origine qui pose problème, c'est la personnalité, c'est la culture. Une culture qui est partagée par des individus, une culture qui se développe dans des milieux, dans des environnements. Et dans ces environnements, eh ben oui, vous avez des Français qui sont Français de souche, mais qui partagent les mêmes conneries que leurs camarades qui sont, eux, des Français issus d'immigration, qui partagent leur culture. Après tout, est-ce que nous n'avons pas vu déjà ces Français qui se sont convertis à l'islam parce que malheureusement pour eux, ils ont grandi dans un environnement où l'islam est devenu important, est devenu un élément essentiel pour appartenir à la communauté, pour appartenir au quartier. Ce sont des phénomènes qui, en effet, peuvent revenir assez récurremment, de façon assez récurrente, dans l'idée du grand remplacement. Donc, ne soyez pas étonnés si nous allons assister à un retour fanfare et trompette, du fléau, de la menace de l'extrême droite, pour cacher sous le tapis en fait des réalités sur lesquelles on veut absolument que vous ne soyez pas conscients. Je vais revenir maintenant sur ce grand événement, mais pareil, encore une fois de plus, les médias se cachent bien d'en faire un état évident. Comme vous le savez, je vous ai montré un petit extrait de l'audition de M. Proglio, qui a été directeur général de EDF. Et cela dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur la question de savoir d'où vient le problème aujourd'hui de l'indépendance énergétique de la France. Et en cela, trois anciens présidents, dont le dernier qui a quitté ses fonctions il y a quelques semaines, sont passés en audition devant les parlementaires. Eh bien, la raison pour laquelle aucun média ne s'est penché sur cette question, c'est tout simplement parce que ce que ces présidents nous expliquent rejoint exactement ce que nous disions sur le fait que, encore une fois de plus, la France s'est fait profondément avoir par l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, avec son projet d'imposition du libre marché, avec son programme qui a consisté à obliger l'opérateur énergétique officiel d'État français à non seulement se muter en société plus ouverte à un libéralisme, mais aussi à imposer le fait qu'elle ne devait plus utiliser sa production pour une vente directe sur le marché français, mais de passer en partie par une vente de sa production à des sociétés tiers pour libéraliser le marché. Oui, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la crise dans laquelle nous sommes démontre que si nous n'avions pas accepté de nous soumettre à la volonté de l'Europe, eh bien peut-être que nous aurions été beaucoup plus confortables et beaucoup plus confiants sur notre capacité à produire de l'électricité, et qui plus est, à un coût tout à fait acceptable pour les foyers français. Car en effet, le problème, c'est que à partir du moment où vous intégrez une activité ou une productivité dans un marché, eh bien vous êtes dépendant des lois du marché. Et même si à la limite, ce que vous avez investi, ce que vous avez construit, pour avoir une indépendance qui plus est énergétique, si du jour au lendemain on vous oblige à vous dire non, maintenant c'est fini, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre indépendance comme soit monopole du marché énergétique, vous devez vous mondialiser, vous devez entrer dans un libre marché. L'inconvénient, c'est que le libre marché vous impose des prix, et des prix qui s'appliquent à des Français, et les Français ne comprennent pas pourquoi est-ce que leurs impôts ont servi à développer, à construire des centrales nucléaires qui auraient considérablement bien servi l'intérêt d'avoir de l'énergie à un coût modeste, alors qu'en réalité aujourd'hui ils sont en train de payer un prix exorbitant parce que c'est
le prix du marché. Eh bien, ces présidents, je rappelle, c'était les présidents d'EDF, tous sans exception, ont bien mis en évidence ces problématiques. Alors, là, je vous synthétise un peu la chose, parce que si vous suivez, si vous regardez ces interventions, c'est des interventions qui sont longues, qui font 2 heures, et en plus, ces gens, évidemment, ont des explications parfois un peu techniques, que le profane ne peut absolument pas comprendre. Mais je peux vous garantir qu'ils ne sont pas tendres. Ils ne sont pas tendres sur les décisions politiques de ces 20 ou 30 dernières années. Ils le disent. La merde dans laquelle on est aujourd'hui, elles sont essentiellement dues à des décisions politiques. Que sous leur présidence, ils ont essayé de développer les intérêts, de protéger les intérêts de leur entreprise, de développer des technologies, de développer et de même lancer des projets. Mais, de temps en temps, ils se sont fait mettre des bâtons dans les roues par les politiques. Parce que des politiques veulent défendre l'intérêt européen. En gros, quand vous suivez, quand vous regardez ces 3 auditions, eh bien, encore une fois de plus, vous vous êtes fait baiser par l'Europe. Et enfin, pour terminer, quelques informations. Je vais essayer comme ça dans les vidéos, parce que, comme je vous le dis souvent, l'actualité va très très vite, il y a parfois même des petits détails qui sont assez significatifs, mais dont vous n'entendrez jamais parler dans les médias. Cette info, par contre, elle est importante. Pourquoi? Tout simplement parce que vous connaissez peut-être, j'en ai déjà parlé, si vous ne le connaissez pas, je vais rapidement vous faire un petit tableau. Vous avez cette société d'investissement qui s'appelle Vanguard. Cette société d'investissement, c'est la seconde plus grosse société d'investissement après BlackRock. Eh bien, Vanguard vient de prendre une décision un peu étrange. Enfin, pas si étrange que ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans le monde de la finance, il faut avoir les pieds sur terre pour connaître et anticiper. Et plus particulièrement, dans tout ce qui a lien avec les mouvements et les idéologies écologistes. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ces écologistes de salon que vous voyez à la télévision, en fait, vous vendent ce qui, à terme, deviendra des marchés. D'accord ? Le carbone, par exemple, décarboner, il faut absolument tout décarboner, etc. Parce que, oui, en effet, je rappelle le principe de la nouvelle taxe européenne qui a été votée. C'est pas une taxe qu'on fait payer à des gens, non, c'est en fait une taxe qui s'impose aux entreprises qui travaillent avec des entreprises extra-européennes sur des importations. C'est-à-dire que le quota carbone de l'importation sera attribué à la société qui importe dans l'Union européenne. Alors, pour être assez clair, si par exemple vous êtes une entreprise qui a besoin d'importer des produits qui viennent de Chine, vous avez dans l'année 50 points de carbone. C'est-à-dire que votre activité est définie en carbone et vous avez le droit de consommer au maximum 50 points de carbone. Sauf que avec cette nouvelle taxe, là où avant le transport des matières en provenance de Chine vous amenait à dépenser 3 ou 4 points de carbone, et bien maintenant vous allez en dépenser 6 ou 7 parce que vous allez être taxé du point carbone qui normalement doit être taxé à celui qui importe. Vous voyez le truc? Donc ce qui fait que les entreprises vont devoir, pour pouvoir continuer à leur activité sans que ça leur coûte plus cher, d'un côté acheter plus de quotas carbone pour pouvoir continuer à importer leurs produits, mais comme ça va leur coûter plus cher, à votre avis, qui va payer la facture? Eh bien, la répercussion de l'augmentation du prix de l'achat du quota carbone que les entreprises vont devoir faire, ou tout du moins les industriels, elle va se répercuter sur le prix de vente du produit. Prix de vente, soit de la matière première, soit du produit transformé, soit du produit manufacturé. Et finalement, qui, en bout de chaîne, va payer? C'est vous. Et donc, plus particulièrement dans tout ce qui est lien aux mouvances idéologiques et écologiques, et le fait que le deuxième plus gros fonds d'investissement au monde, donc Vanguard, décide de se retirer des marchés écologiques. C'est que pour lui, ça commence à devenir un peu tout et n'importe quoi. Voire même certaines politiques qui vont devenir contre-productives, alors forcément,
sur les marchés, ce retrait a l'effet d'un coup de tonnerre. C'est-à-dire, vous imaginez bien que si le deuxième plus gros groupe d'investissement financier au monde se retire des activités spéculatives liées à des activités de marché écologique, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche. Autre info, vous avez vu, oh grand miracle, oh magnifique, etc. La semaine dernière, on nous a fait le coup en disant oui, attention, aux États-Unis, grande annonce révolutionnaire sur la production d'énergie. C'est en Californie que le 13 septembre a été annoncée une percée scientifique importante. Et on a révélé cette percée scientifique, c'est-à-dire que cette université, je crois, a réussi à faire une fusion nucléaire. Alors, fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va produire une source d'énergie importante sans utiliser un processus nucléaire tel que la fission nucléaire qu'on utilise dans les centrales nucléaires actuelles. Donc, pas de déchets. Sauf que le problème, c'est que oui, si on vante le mérite de cette nouvelle technologie qui consiste à réussir à développer un système pour produire de l'énergie massive, le problème c'est que pour produire cette énergie massive, il faut plus d'énergie. C'est-à-dire que pour produire plus d'énergie, il faut plus d'énergie pour faire fonctionner le système. Ouais. Alors oui, en effet, c'est une avancée technologique importante, sauf qu'à mon avis, il va encore s'écouler quelques dizaines d'années avant qu'on réussisse à trouver une solution pour éviter que ce système, que ce procédé qui permettra de produire de l'énergie n'en consomme tout autant. Logique. Et enfin, je vais terminer avec cette information qui va certainement plaire à tous nos amis défenseurs de la cause animale. Tout simplement parce que au mois de janvier va avoir lieu la première session 2023 du World Economic Forum, le fameux forum économique de Davos. Et il se trouve que le forum économique de Davos a émis une idée dans cette lutte, dans cette politique de décarbonation de la planète. Ils ont trouvé qu'en effet, sur Terre, il y avait peut-être trop d'animaux de compagnie. En gros, il y a trop de chats, il y a trop de chiens. Donc, c'est des animaux qui sont émetteurs de carbone, donc il faut décarboner. Décarboner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir réduire considérablement la démographie de nos amis à quatre pattes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être demain, on va imaginer, vous voyez, même mon chien, il commence déjà à réclamer, ça veut dire qu'on mettra du quota. C'est-à-dire que demain, pour que vous ayez le droit d'avoir un chien ou un chat, eh bien, on va mettre un quota. Et si vous n'avez pas les moyens financiers d'assumer votre quota, vous n'aurez pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie. Elle n'est pas belle la vie? Ah oui, non, mais quand je vous dis que l'actualité va très très vite, que tous les jours on en découvre des belles et des pas mûres, que ça en devient... Oui, tu as raison. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Et à l'heure moment où je vous parle, je ne sais même pas qui a gagné la Coupe du Monde. Oui, alors j'ai pris le temps de regarder quand même pour savoir si le match était terminé et qui avait gagné. Donc finalement, c'est l'Argentine qui a gagné. Bon, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui commencent un petit peu à balancer sur Macron qui nous fait sa com, genre j'ai fait tomber la veille, je vais sur le terrain, je vais réconforter Mbappé, etc. Il y en a d'autres qui font remarquer que Elon Musk était présent, qu'il a salué les joueurs. Sauf que, à mon avis, la semaine prochaine, on en reparlera certainement parce que maintenant que la Coupe du Monde est terminée, il y a cette affaire avec Benzema. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec Benzema qui est un peu bizarre. On ne connaît pas trop les tenants et les aboutissants, mais il y a, comme qui dirait, anguille sous roche. Mais certainement que d'ici la semaine prochaine, on va parler de
reparler de l'organisation, le bilan de cette Coupe du Monde, parce qu'il y en a certains qui vont commencer peut-être à remettre un petit peu des pendules à l'heure. Donc d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vais aller conduire ce monsieur à aller faire son petit pipi, parce que on sent bien qu'il a envie.